Bonjour, ici Francis Murphy, bienvenue à la chasse aux rumeurs cette semaine spéciale Halloween. On cherche des fantômes et on se trouve présentement à Place Amon à Val-d'Or où semble-t-il des fantômes occuperaient ce bâtiment. Oh! Oh! Non, n'ayez pas peur. C'est moi. C'est l'Halloween. L'Halloween, c'est le moment où on peut vivre nos peurs, où on peut les affronter, les regarder, où on peut se raconter toutes sortes d'histoires effrayantes. Et ça tombe bien parce que ici, on est un terreau particulièrement fertile pour les histoires de peur. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, on est dans une région qui longtemps a été éloignée, coupée un peu du reste du monde, presque pas de voie de communication. Fait que quand on arrivait ici, on était isolé. Fait que ça, c'est quand on est isolé, si on revoit notre grammaire de film d'horreur, là, c'est de nature à susciter la peur, la crainte, personne ne peut venir nous aider. En plus, c'était une région qui était neuve, donc il y avait toutes sortes de choses qu'on ne connaissait pas. On n'était pas habitué à comment le climat allait réagir, quelles sortes de petites bêtes qu'il y avait dans la forêt, qui pouvaient s'y trouver, qu'on n'avait jamais vu. Il y a d'autres raisons aussi qui font en sorte qu'on est une région qui est tout à fait favorable aux histoires de peur, le monde souterrain. On est une région de mines. Mais c'est pas tout le monde qui a travaillé dans les mines, parce qu'il n'y avait pas tant de mines que ça, puis il n'y a pas tant de place, puis bon, ça aurait congestionné dans les cages d'ascenseur pour descendre. Mais il reste que sous terre, c'est un peu mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe. Il fait noir, on est à la merci de plein d'éléments. C'est quand même, ça peut être dangereux aussi jusqu'à un certain point. Il y a plein de choses qui peuvent se passer qui sont assez étranges sous terre. Ensuite de ça, ici, c'est une terre où il y a eu beaucoup d'étrangers. Même si les gens n'étaient pas là depuis longtemps, il pouvait survenir des gens qui arrivaient de l'extérieur, qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas le passé, qui pouvaient avoir l'air louche, et Dieu sait qu'il y en a eu des gens louches ici. Ensuite de ça, il y a toutes les mythologies autochtones qui sont présentes, avec certains esprits, certains mauvais esprits, certains bons esprits, des phénomènes surnaturels, difficilement explicables. Toutes les mythologies d'Europe de l'Est également, avec leur propre folklore, avec leurs propres légendes aussi, qui ont pu être importées ici. Les histoires de diables et de loups-garous, des grands classiques, les meilleurs succès de nos propres légendes québécoises. Toute la base militaire, ça c'est de nature. Il y a des histoires de peur extraordinaires à faire avec ça, notamment en lien avec du nucléaire, puis des conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, une petite théorie, rapidement, comme ça, pour expliquer ça, c'est que les gens, dans le fond, trimballent avec eux tout un espèce de bagage de peur, une valise de peur un peu inconsciente. Et, dans le fond, ça s'incarne dans certains moments de grand stress, dans certains moments d'incertitude. C'est là que, ils se glissent dans notre conscience, puis qu'on se met à redouter des choses, comme si on les créait un peu dans des moments de détresse. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est certaines de ces mythologies-là, certaines de ces types de légendes. C'est absolument pas scientifique, c'est simplement pour le plaisir de se conter des histoires de peur. Bouh! OK. La place Amon, c'est pas tout le monde qui connaît cet endroit. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ce bâtiment? D'accord. Bon, présentement, on est situé dans l'ex-territoire de la ville de Bourg-la-Marque. En fait, devant l'ancien hôtel de ville de Bourg-la-Marque qui est ici derrière nous. Donc, l'histoire est la suivante. Premièrement, ce bâtiment-là a été acheté dans le cadre du 20e anniversaire de fondation de la ville de Bourg-la-Marque. On parle de 1954. Alors, pour fêter, inaugurer, ils ont utilisé ce bâtiment-là comme hôtel de ville. Ça a été d'ailleurs le seul hôtel de ville de la ville de Bourg-la-Marque à l'époque. Le bâtiment a été acheté auprès de la minière Cisco pour un montant de 22 000 $. Donc, la minière... La minière n'était pas installée ici, là. Non, pas du tout. On parle de la minière, on parle de l'île Cisco, évidemment. Alors, le bâtiment a été construit sur l'île Cisco en 1930 et servait pour les locaux, les bureaux administratifs de la minière.
Par la suite, le bâtiment a été, quelques années plus tard, le bâtiment a été transporté l'hiver sur les glaces du lac de Montigny. Le bâtiment a été séparé en 3 sections et est arrivé ici. Alors, l'emplacement définitif est maintenant ici. On voit à peu près les 3 sections. Là. Ça devait être comme ça. Tout à fait. J'imagine. Comme je suis perspicace. J'y étais pas, mais vous, tant mieux. Bon, toujours est-il que le bâtiment a été reconstruit avec les 3 parties ici. On y a rajouté, évidemment, un sous-sol que vous pourrez visiter tantôt. Ils n'ont pas déménagé le sous-sol. Ils n'ont pas déménagé le sous-sol. C'est important de parler du sous-sol parce que c'est à peu près vers là que l'histoire a débuté. Mais juste avant de faire ce passage-là dans l'histoire, je vais revenir sur... Bon, en fait, l'hôtel de ville, il a logé ses bureaux administratifs. Il y avait également, c'est important, le bureau de poste de Bourg-la-Marque ainsi que les services de police de Bourg-la-Marque qui étaient logés ici dans l'hôtel de ville. Ce qui veut dire poste de police veut dire également une prison. Et il y avait effectivement, et il y a encore une prison qui est au sol de la bâtisse, qui a été maintenant convertie On pourra aller voir. On pourra aller voir. C'est le bureau à qui? C'est le bureau qu'on vous verrez tantôt. En fait, actuellement, le local est utilisé comme voûte, et on pourra voir tantôt. Par contre, le reste de l'histoire, outre le bureau administratif de la ville, pendant quelques années après, a suivi différentes organisations qui ont logé ici. Il y a eu le bureau des mines, il y a eu différents ministères également qui ont logé dans cette bâtisse-là. En 1981, la MRC fait l'acquisition du bâtiment pour y loger ses bureaux administratifs, l'acquisition auprès de la ville de Val-d'Or. Ça, c'est en 1981. Et par la suite, aux alentours de 1990, début 90, la MRC a procédé à une rénovation assez majeure du bâtiment en y gardant le plus possible le cachet historique de la bâtisse, ou architectural, si on veut dire. Alors, c'est l'histoire de la bâtisse présente sur les lieux ici. Quand j'ai été engagé à la MRC il y a déjà une trentaine d'années, le patron à l'époque m'avait également présenté mes collègues de travail, mais il m'avait également averti qu'il y avait un phénomène à l'intérieur des murs et qu'en cours de route, j'étais pour le découvrir. Donc, finalement, effectivement, le phénomène, je l'ai soit entendu via d'autres personnes ici. On parle de la présence de bruit, d'ombre. En fait, on parle d'un personnage ici qui était justement prisonnier dans la prison du sol. Quelqu'un qui s'appellerait Oscar et qui se serait pendu dans sa cellule. Au secours! OK. Excusez-moi. OK. Un chasseur. C'est le meilleur, le plus grand. Son territoire de chasse est immense. Ils peuvent suivre les bêtes. Tout le monde a le droit de suivre les bêtes. Mais quand elles pénètrent sur ton territoire, si elles sont grosses, elles appartiennent à tout le monde. Prends le règlement au mot. Décide de les suivre, les pourchasse, les débusque. Il a un sens inné pour les trouver, les appeler, les attirer à lui. Les grands cervidés. Les appelle, les entend, leur répond. Un échange comme ça. Il chasse toujours autour du même lac. Toujours. Et c'est lui qui réussit à toutes les trouver. Les autres chasseurs sont en furie contre lui. Mais lui continue et en trouve une, là-dessus. La débite. Et il revend aux autres les quartiers de vente qu'il trouve. Il en fume. Il en conserve, il la sèche. Tout le monde le voit grossir sa réserve comme ça. Ils deviennent dépendants de lui parce que la saison froide arrive. Et lui, en dessus, de l'autre côté du lac, il entend l'orignal. Il le voit. Il va le trouver. Il tue, il tue, il tue. Il tue, il tue. Il prend plaisir à tuer ses bêtes. La gronde commence à se faire sentir. Et ce n'est pas grave. Lui continue. Il semble né pour prendre la vie de ses bêtes, récolter leur viande. Et il devient un peu égoïste, hésite à la vendre, la gaspille à l'occasion, mais il en récupère beaucoup. Un soir, alors qu'il réussit à tuer une bête de l'autre côté du lac par rapport à son campement,
C'est par un beau soir d'automne qui commence à être un peu frais. Le soleil se couche, la nuit commence à tomber. Il finit de débiter sa bête, l'embarque dans son canot et veut la ramener à son campement. C'était une journée tranquille qui s'achevait. Et pourtant, le vent se lève. Il se rend compte qu'il devra se dépêcher s'il veut pouvoir transporter la carcasse jusqu'à son campement pour pouvoir l'entreposer, pas la perdre aux bêtes sauvages qui pourraient venir la manger s'il la laissait là, même cachée, même grimpée. Alors, il embarque le tout dans son canot d'écorce, rapidement. Il embarque dans son canot et se met en frais de traverser le lac. Il traverse et le vent se lève, et le vent est de plus en plus fort, et le vent cause énormément de vagues sur ce lac qui pourtant est si tranquille pendant la journée. Il se met à avoir peur. Les vagues commencent à embarquer dans son canot. Il commence à perdre un peu le contrôle. Des rafales de vent et la pluie qui se met à tomber. Il perd totalement le contrôle. Il implore le ciel de cesser cette tempête inopinée. Et juste au moment où il veut balancer la viande hors de son canot, il se lève, force, et il cause un contrepoids qui le fait complètement chavirer. Le lendemain, ceux qui l'ont tant détesté parce qu'il avait un sens inné de la chasse, parce qu'il était si bon pour susciter la mort chez cette bête qui donnait pourtant la vie avec la nourriture qu'elle donnait, eh bien ceux-là ont trouvé un canot d'écorce renversé sur le lac. Ils se sont dit, il y a peut-être une justice. Il y a peut-être une justice et il a été puni. Ce n'est pas notre Créateur qui punit, par contre. Avec toute sa méchanceté et son égoïsme, il a fait arriver sur cette terre le mauvais esprit. Le mauvais esprit est venu le chercher. Et pour s'en souvenir, ils ont donné à ce lac le nom du mauvais esprit, le Machi Manitou. C'est sur ce lac qu'on a retrouvé Stanley Cisco. Lui aussi aimait la richesse. Ah, il ne l'avait pas volée, il avait travaillé fort pour l'accumuler. Mais il aimait beaucoup cette richesse et ses avoirs. Le lac Machi Manitou ne pardonne pas. Ça fait longtemps. C'est dans mes débuts à la MRC, genre au printemps 83, il me semble. On était encore dans les bureaux ici à la MRC avant les rénovations, donc on était au sous-sol. Et j'étais passée travailler un soir à la MRC. La bâtisse étant très vieille, écoute, il y avait des bruits à peu près partout et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui marchait au deuxième étage, si on peut appeler ça un deuxième étage dans ce temps-là. Alors... Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est des craquements, des bruits de pas? Oui, des bruits de pas plus. Vraiment des bruits de pas? Oui. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, ça doit être le vent. Mais finalement, j'ai pris mes clés, je suis partie. Fait que c'était pas mal une des seules fois où je suis venue travailler le soir à la MRC. Ça vous a moins tenté? Ah oui, non, c'est ça me tente de moins en moins. Puis vous avez sûrement des collègues ou d'autres personnes dans le bâtiment qui, si ça vous a inquiété, c'est parce que vous y avez déjà une réputation ou une rumeur qui circulait? Mon patron de l'époque avait entendu des petites choses, des petites affaires, des bruits, surtout des bruits, mais étant donné que la bâtisse est vieille, ben on met ça la faute sur la bâtisse, mais en tout cas. Fait que c'est sûr que j'étais peut-être restée un petit peu avec cette impression-là. Fait que c'est sûr que ça m'a pas aidé dans ma course à la maison. Si nous, on veut trouver Oscar le fantôme, parce qu'on présume que c'est peut-être lui que vous auriez entendu marcher, on le cherche, voir l'aspirer une fois pour toutes, là, pour arrêter de faire peur, où est-ce qu'on devrait aller dans le bâtiment? Peut-être plus au deuxième étage, d'après moi. Effectivement, j'ai déjà entendu des rumeurs. On m'avait raconté qu'une employée qui s'appelait Denise à l'époque, qui travaillait ici, c'est arrivé peut-être il y a à peu près 25 ans, là, qui avait été témoin là, du passage de quelqu'un, mais qu'elle n'a jamais retrouvé, dont elle n'a jamais retrouvé les traces dans les bureaux. Et elle occupait votre bureau ici, physiquement? Non, c'était l'autre bureau là-bas, je pourrais vous le montrer. Ah oui, on va vous suivre. Bon. Donc on est au deuxième étage pour vous situer à la Place Hammond, toujours. Dans ce bureau-là, on avait une employée qui s'appelait Denise, qui travaillait pour l'évaluation à l'époque. C'était pas les mêmes, les bureaux n'étaient pas occupés par les mêmes personnes. Elle est rentrée un matin, à ce qu'on m'a dit, elle est rentrée le matin de bonne heure et elle était toute seule ici en haut.
Elle est venue s'asseoir à son bureau et là, elle a comme entrevu quelqu'un passer rapidement. Puis qui s'est en allé dans le bureau, juste ici à côté, à notre droite. Là, elle s'est levée, elle est venue voir dans le bureau et elle n'a vu personne. Là, nous voyons quelqu'un ici parce que c'est une journée de travail, mais à l'époque, lors de l'histoire, on a reconstitué qu'il n'y avait personne. Exactement. Mais elle avait senti quelqu'un arriver. Exactement. Elle a vu passer quelqu'un. Elle est allée voir et il n'y avait personne. Denise m'a conté la même histoire. Et puis, à un moment donné où je travaillais, on nous a dit, je travaillais pour la Corporation de développement industriel, là, on nous a dit, bon, ben, on déménage et on s'en va à la place Hammond. Là, on avait la chair de poule parce que moi, suite à l'histoire que Denise m'avait contée, je trouvais pas ça le fun pantoute. Ça fait que, mais moi, par contre, je l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu. Donc, vous avez déjà été témoin aussi de quelque chose qui pourrait avoir rapport à Oscar, le fantôme de Place Hammond. Bien, écoutez, c'est la rumeur qui court depuis 2005, en fait, comme ma collègue le mentionnait tantôt. Le 9 décembre, pour être exact, 2005, le CLD a fait son party de Noël dans la salle du conseil de la MRC en bas. Puis ce soir-là, on faisait une raclette. Donc, on était tous les employés, les conjoints, tout ça. On avait bien du plaisir. Puis on n'est pas une gang qui a l'habitude de veiller bien tard. Donc, vers la fin de la soirée, je dirais vers 11h, 11h30, là, on s'est mis à jouer à des jeux collectifs et tout ça. Et pendant qu'on était dans le plaisir et tout ça, on a tous entendu des pas dans l'escalier, mais en courant. Fait qu'on ne sait pas trop si ça déboulait ou si ça remontait, mais c'était assez ponctuel. Et là, tout le monde s'est arrêté de jouer. Et le premier réflexe, c'était de vérifier, est-ce qu'il manque quelqu'un dans la salle? Alors, on a fait le tour. Non, tout le monde est là. Donc, ça semblait plausible. On a dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On a un collègue qui s'est levé, suivi d'un conjoint. Moi, je les ai suivis par derrière. On est monté dans les marches d'escalier jusque dans le milieu. Là, on a vu qu'il n'y avait pas personne. Alors, ça nous a fait peur un peu. On a dit peut-être que les gens ont pu rentrer par les extrémités de la bâtisse. Alors, on est monté jusqu'en haut. On est venu vérifier. Il n'y avait rien qui avait tombé. Il n'y avait rien de différent. Tout semblait correct. Alors, on s'est dit, bon, bien, c'est peut-être d'en bas. On est redescendu les marches d'escalier et on s'est rendu complètement en bas pour aller voir s'il n'y avait pas une porte qui aurait été ouverte ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, bien, on a ouvert la mauvaise porte parce qu'on est allé au sous-sol de la MRC, puis en ouvrant la porte, on a déclenché le système d'alarme. Alors, pendant que quelqu'un essayait d'appeler un responsable pour pouvoir venir arrêter le système, bien, on s'est mis à regarder un peu par la fenêtre, par la porte, si on pouvait pas voir quelque chose. Puis ce soir-là, il neigeait, une belle petite neige toute douce. Dans la cour, là, c'était lisse. Puis dans les marches d'escalier, là, il n'y avait aucune trace de pas, ni dans la cour, ni devant, ni derrière. Alors, écoutez, on ne pouvait pas expliquer vraiment ce qui s'était passé dans les marches d'escalier. Donc, on est resté sur cette rumeur-là que depuis 2005, il y a un fantôme qui se manifeste au CLD. Donc, cette histoire-là, ça fait une excellente anecdote à raconter, mais est-ce que c'est une histoire qui peut vous faire peur aussi ou qui peut inquiéter ou qui a inquiété certains de vos collègues? Bien, écoutez, à chaque année là, qu'on en parle, là, ça revient sur le sujet. Et le sujet, c'est Oscar en 2005, qu'on soupçonne avoir entendu. Puis tout le monde, je pense, se rappelle exactement, puis on était une quinzaine, tout le monde se rappelle exactement de cette soirée-là, comment ça s'est fait. Et chacun, quand on la raconte, dit que c'est une des anecdotes qui le fait le plus peur quand on en reparle. Vous savez, si on creuse longtemps, on peut découvrir des choses assez surprenantes. Il y a eu beaucoup de mines en opération ici. Puis ça faisait que c'était facile pour des gens qui étaient habiles de leurs mains, qui étaient forts, qui n'avaient pas peur de la grosse ouvrage, de se trouver une job, même quand le mine a fermé à un moment donné. C'est le cas de Gérard. Gérard, lui, il avait travaillé dans les mines toute sa jeune vie. Dans la mi-trentaine, pas de femme, pas d'enfants, faisait des bons salaires, est en train de se ramasser un beau patrimoine dans le but de se fonder une famille toute d'une shot, laisser les mines en arrière de lui parce que pour lui, travailler d'une mine, c'était pas bon si t'avais une famille. Laisser ta femme toute seule en haut, c'était pas bon. Pas t'occuper de tes enfants, jamais les voir, mettre ta vie en danger, c'était pas responsable. Fait que lui, il avait décidé de faire le plus de cash possible avant d'arrêter sa vie de mineur. Aussi, quand la mine où il travaillait a fini par fermer, il a bien fallu qu'il se replace à quelque part. Petite annonce
qui voit comme ça passer dans le journal, qui lisait distraitement, en buvant un coke, en mangeant un hamburger dans une petite shop à patates. Voit ça, mineur d'expérience recherchée, voulons homme n'ayant pas peur de la grosse ouvrage. Il s'est dit, ben tabarnouche, c'est pas moi ça. Fait qu'il se rend dès le lendemain, il attend pas, il se rend sur place, très tôt le matin, il arrive là à 6 h le matin, il sait que les chiffres commencent à 8 h, c'est pas grave. Lui il est là à 6 h, il s'est dit, je vais être le premier. S'il cherche quelqu'un, c'est clair que c'est moi qui vais me prendre. Il n'y en a pas qui sont plus forts que moi, il n'y en a pas qui ont aussi pas peur de la job que moi. Comme de fait, en se rendant sur place, à l'adresse, ouais, pour la job, excellent. Ils n'attendent même pas 8 heures. Ils l'embarquent tout de suite en voiture, puis ils l'amènent directement sur place. Ils prennent toutes sortes de détours, de chemins de gravelle, pas possible dans le bois, où les branches recouvrent le char. Puis ils se retrouvent dans un petit spot avec une entrée, une espèce de rampe qui permet de descendre. Il dit, vous n'avez pas de chevalement, vous n'avez pas de chef ici qui permettent de descendre. Non, tout ça c'est une rampe pour commencer. Le chevalement, la rampe, il n'y a pas de chevalement, c'est juste une rampe qui nous amène vers notre ascenseur à nous autres, qui est un petit peu plus loin. Fait qu'ils descendent là-dedans, tranquillement. Ils descendent pendant 1 heure en marchant là-dedans, puis ils ne croisent pas hommes qui vivent là-dedans. Jusqu'à ce qu'il arrive à un spot où c'est pas vraiment un ascenseur, c'est un endroit où c'est lui qui doit tirer sur une corde avec une poulie pour se descendre. Puis il descend comme ça, puis il descend. Un système ingénieux quand même, qui fait qu'il n'a pas peur, mais qui se demande en maudit qu'est-ce qui se passe. La durée comme ça dure 1 heure. Il dit, j'espère que t'as pas peur du noir, l'espèce de foreman, parce qu'il dit, tu vas passer pas mal de temps ici. Nous autres, on a compris que notre gisement, il était loin dans le sol. Vous avez fait des forages? Non, on connaît le terrain ici, puis on sait que le gisement, il est loin. Il est loin. Nous autres, on creuse à verticale. Pas de galerie à l'horizontale, non. Tout se passe à verticale. Puis ils sont une couple à travailler là, quand ils arrivent sur le lieu du chantier. Puis ça blaste, puis ça ramasse la roche, puis ça blaste, puis ça ramasse la roche. Ils ont à peine de l'espace pour se protéger quand il y a un blast. Il y a de la boucane, presque pas de ventilation. Des conditions rudimentaires, mais ils sont bien payés en maudit. Le propriétaire descend les voir au bout du 4e jour. Qui a tout passé sous terre, parce que c'était ça le contrat. Tu restes sous terre pendant 1 mois. Tu vas être bien payé. Puis l'argent leur était montré. On l'a, l'argent, vous allez voir. Monte l'argent, garde l'argent dans la boîte. Les gars travaillent. Le propriétaire descend au bout de 4 jours, puis il dit, « Ah oui, ça se passe bien. Continuez. On va y toucher à un moment donné. Dans pas grand temps, on va y toucher. C'est un homme qui avait fait des études, tout ça, les roches, puis la géologie, puis tout. Il y avait un petit quelque chose d'étrange. Puis les gars creusaient, puis ça descendait. Puis ça descendait à un bon rythme. Puis il enlevait la roche, puis il continuait, puis il allongeait la corde, puis il descendait à la cage, puis il en enlevait encore, puis ça descendait. Il était rendu à je sais pas combien de centaines de mètres sous terre, je sais pas combien de dizaines de kilomètres sous terre. Il faisait chaud, les gars se faisaient descendre de la nourriture. Ils se souvenaient plus de quoi ça avait l'air la lumière du soleil. Ils commençaient à se connaître entre eux autres. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient tout le temps ensemble. Ils dormaient, ils ne savaient plus c'était quand le jour, c'était quand la nuit. Ils travaillaient, puis ils leur montraient d'autres argent. Puis il y avait une autre caisse d'argent qui arrivait. Puis c'était ça qu'ils gardaient, puis qu'ils continuaient, qui donnait le goût de continuer à travailler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le sol se mette à gronder. Puis ça grondait. Puis les gars continuent à enlever de la roche, puis à blaster. Puis ce grondement-là devient persistant. C'était en tout temps. Même quand il dormait, le grondement était là, ça grondait tout le temps. Il se rapprochait, il creusait, il enlevait de la roche, il en enlevait, il en remontait dans des siots. C'était rudimentaire, mais les gars attendaient leur paye, attendaient leur richesse. Puis, à un moment donné, par un matin, un soir, un après-midi, quelque part dans la journée, ça monte, marchait même plus. Une chaleur suffocante. Il y a une espèce d'immense craquement de roche qui se fait entendre. Il y a une espèce de pression immense. Et là, une espèce de geyser de lave. Comme s'il y avait pogné une faiblesse dans la croûte terrestre. Comme si c'était le seul volcan qui avait peut-être le potentiel d'exister s'il y avait encore des milliers d'années d'érosion sur la roche du bouclier canadien. Ça a jailli dans une colonne de feu d'une quelques centaines de mètres dans les airs.
Il n'y avait personne qui restait dans ce coin-là. Mais il y a un éclair quand même qui a été vu jusqu'à Val-d'Or, qui est à des dizaines de kilomètres de là. Dans la nuit, tout a pris une teinte orangée. Et ça a redescendu en ligne droite. Tous les mineurs, évidemment, ont été complètement calcinés par ça et transformés en petites cendres sous terre. Leur appât de la richesse leur a rien rapporté. Sinon, le mérite d'avoir réveillé le seul volcan qu'on a pu connaître ici. C'est ça qui a causé le grand feu de Pascalis. On l'a expliqué par une espèce d'orage surnaturel. Mais en redescendant, la pression qui avait été libérée s'est comme refermée. Et toute cette lave-là a rejamé, a créé une espèce de cape de roche d'une couleur différente. Les seuls qui sont au courant de cette histoire-là, c'est les espèces de foremen qui étaient juste assez loin pour être épargnés, mais juste assez proches pour être témoins de ce colonne de feu-là apocalyptique. Ils ont cherché à retrouver le spot une fois que l'incendie de forêt a été éteint. Mais ils n'ont jamais réussi à trouver ce cap de roche mythique qui pourrait nous mener à ce qui serait notre volcan, qui pourrait être un extraordinaire levier touristique. Encore une fois, la recherche d'une richesse absolue n'est pas nécessairement payante et peut réveiller des forces insoupçonnées pour qui ne fait pas attention. On est effectivement dans la prison. Moi, j'ai vu, par contre, c'était là à l'époque, avant que ce soit une voûte, il y avait 2 lits de fer superposés ici à droite et 2 à gauche également, avec une chaîne qui tenait l'angle des lits. Donc, il y avait 4 prisonniers qui pouvaient loger ici et la porte était à bord. Donc, c'était la prison de la ville de Bourlamaque à l'époque. Faites-moi confiance, je suis un professionnel. Est-ce que l'histoire d'Oscar, le fantôme, est fondée? Est-ce qu'Oscar était vraiment un prisonnier à Place Amon? Est-ce qu'il s'est vraiment pendu avec sa chaîne? Est-ce que c'est vrai qu'il fait peur aux gens qui occupent ce bâtiment-là? Aucune façon de le vérifier pour l'instant. Par contre, c'est à vous de décider si vous croyez ou non aux histoires de fantômes. Peut-être avez-vous vous-même des histoires de fantômes qui se déroulent à Val-d'Or que vous aimeriez partager avec nous. Si oui, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook de la chasse aux rumeurs. Merci à Paul-Antoine Martel et à tous nos invités. Bonne Halloween. À bientôt.